Attention, il existe des modes de contrôle. Bonjour Aude Deville. Bonjour Jean-Philippe Denis. Je dis attention parce qu'on le répète, mais on a du mal à faire comprendre vraiment, donc on va essayer ensemble de faire comprendre vraiment ça. Article dans la Revue française de gestion avec Stéphanie Chatelain-Pongroy, donc CNAM. Vous êtes professeur à l'IE de Nice, Université Côte d'Azur. Vous êtes présidente de la section 06 Sciences de gestion et du management du Conseil national des universités. Donc article, crise sanitaire et technocratie, il existe des modes de contrôle. Et cet article, c'est une version étendue d'une tribune que vous avez publiée dans Le Monde, pleine crise sanitaire. Le contrôle de gestion est-il la vraie maladie de l'hôpital? Alors, notre premier message, c'est derrière les outils de contrôle, il y a des hommes. Donc l'outil de contrôle est vecteur d'un choix politique. Donc ce n'est pas la faute de l'outil si finalement il y a des mauvaises décisions qui sont prises. C'est qui conçoit l'outil, avec quelle volonté politique. C'est pas le marteau le problème, c'est celui qui le tient. Exactement. Donc ça, faut jamais l'oublier. Pour moi, c'est jamais la faute de l'outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ensuite, des modes de contrôle. Alors ça, c'est très vieux. Ça date de 1980, Ouchy, qui explique qu'il y a le contrôle bureaucratique, le contrôle par le marché et le contrôle clanique par le clan. Et pour lui, en 1980, l'exemple typique d'un contrôle clanique, c'est l'hôpital. Parce qu'il est très difficile de rapporter des outputs, un résultat, à une action. C'est-à-dire qu'un médecin peut très très bien travailler, mais peut-être ne pas sauver le patient. Ou très mal travailler, puis le patient peut très bien être tout à fait rétabli. Voilà. Donc la question, c'est, on est obligé de travailler sur des routines, des cérémonies, des valeurs partagées, qui une culture valeur, c'est très important, qui finalement crée de l'autocontrôle des comportements par le clan. Le clan, les pairs font et instaurent un contrôle parce qu'on veut rentrer en conformité avec les... On parle de l'hôpital, on aurait pu parler de l'université. On aurait pu parler, tout à fait. Par exemple, moi je pense que les CNU jouent un rôle énorme en termes de dynamisme, de vie disciplinaire. C'est-à-dire qu'un CNU, pour sa discipline, définit les éléments, les faits observables, les critères de valorisation et de reconnaissance du métier. Des pairs par leurs pairs. Par leurs pairs. Donc la recherche, la pédagogie, l'engagement institutionnel ou scientifique au niveau national ou local. Et ça, c'est très important parce que finalement, les collègues connaissent ces critères de reconnaissance et de valorisation qui va amener à des promotions et des avancements. Et il y a une certaine mise en conformité. On est tous à la recherche de ces idéaux et d'atteindre ces critères. Ces critères ne sont pas écrits, ils ne peuvent pas être écrits au sein d'un contrôle qu'on pourrait qualifier de bureaucratique. Car il faut avoir une compréhension de l'acte. L'acte d'enseigner, l'acte de protéger, l'acte de soigner. Bien sûr. Alors, c'est ça qui est passionnant, à la fois dans votre tribune, parce que vous dites, en fait, on accuse le contrôle de gestion, mais non, on n'a pas compris que ce qui compte, c'est la manière dont on va se servir du contrôle. Dans votre article de la RFG, en fait, vous dressez un constat beaucoup plus vaste. Vous dites, c'est toute la presse, si on prend les articles du Monde, qui a tendance à accuser la gestion. La gestion est la coupable, c'est le contrôle de gestion est le coupable, etc. Et en fait, on a une vision Tout à fait. En fait, le mot gestion, on gère son portefeuille, on gère sa famille, on gère son repas. Donc le mot gestion est gavoldé. Et quand vous retrouvez certaines citations qui sont extraites de certains articles du Monde, par exemple, on va parler de gestion entrepreneuriale de l'hôpital. Or, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est entrepreneurial, mais en tout cas, c'est bureaucratique. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement de pouvoir entre les soignants et finalement ce qu'on pourrait qualifier de fonction support. Et là, c'est sans dénigrement. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions support qui sont plus administratives, plus bureaucratiques, qui sont censées venir soutenir l'activité. Et donc, je trouve qu'il faudrait dissocier, excusez-moi pour le terme anglo-saxon, le front office du back office. Le front office, ce sont les fonctionnaires qui sont face aux citoyens, les écoliers, les étudiants, les chercheurs, le citoyen qui a besoin d'être mis en sécurité, le patient qui a besoin d'être soigné, avec finalement, là c'est très portérien, vous êtes meilleur que moi sur la chaîne de valeur, qui viennent supporter en fonction support cette activité. Alors là, il y a eu une bascule. Finalement, au lieu de supporter, ils viennent contrôler. Et c'est pas du management. Ils ont pris le pouvoir. Alors, ça veut dire comment on véhicule, justement, au niveau des médias, au niveau de la presse. On a vu ces débats-là aussi autour de la loi de programmation de la recherche, cette difficulté à faire passer ces messages-là. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on peut changer ça? Ou est-ce que finalement, c'est un combat perdu?
Combat perdu, j'espère que non. Après, c'est vrai que c'est très difficile de dire le contrôle clanique. Le clan, les pairs exercent le contrôle. C'est un contrôle assez dur, hein, parce que nous le subissons à l'université. Les pairs, souvent, ils sont très exigeants. Ils sont pas toujours tendres. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile de l'expliquer quand on n'est pas dans le clan. C'est-à-dire que le clan se comprend. Le clan des médecins, le clan des universitaires, certainement, je suppose aussi... le clan des avocats, le clan des... Oui, ou dans l'armée, mais voilà, c'est vraiment un comportement d'incitation par les valeurs. Il y a des valeurs intrinsèques, et soit il y a une adhésion, soit finalement on s'en va, et on quitte le métier. Et ça, je pense que c'est pas facile à faire comprendre à quelqu'un qui n'y est pas. Donc je comprends cet écart et cette incompréhension. Néanmoins, il y a quand même... on parle de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire quand on regarde des verbatims des médecins qui ont été repris par le journal Le Monde, ils parlent de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment réfléchir, parce qu'on risque de perdre des talents, des qualités, et en même temps, du coup, mettre à mal l'ensemble de la fonction publique française. Et là, donc, c'est vraiment une dissociation entre la fonction de support qui vient soutenir l'action de celui qui a un contact direct avec le citoyen. Bien sûr. Donc arrêtons d'accuser la gestion, pour faire simple, et commençons à s'intéresser vraiment à et justement, encore une fois, à créer du sens. C'est-à-dire que le management, que ce soit par les résultats ou tout autre type de management, doit faire sens pour celui qui est contrôlé, pas que pour le contrôleur. C'est-à-dire que souvent, les modalités de contrôle, mais pas forcément du coup dans la fonction publique, c'est souvent on cherche à simplifier et aller très directement sur des indicateurs très faciles à calculer, très faciles à comprendre, qui facilitent la vie du contrôleur et non du contrôlé. C'est-à-dire qu'ils n'aident pas à une meilleure réalisation de l'activité ou à un meilleur pilotage de l'activité. Et là, du coup, c'est vraiment dommage parce que l'outil est mal utilisé. Tribune à relire dans Le Monde, le contrôle de gestion est-il la vraie maladie de l'hôpital? Article dans le numéro spécial de fin d'année 2020 de la Revue Française de Gestion. Crise sanitaire et technocratie, il existe des modes de contrôle, avec Stéphanie Châtelain-Pongroy à chaque fois. Merci Aude Deville. Merci beaucoup.